Ensuite, au deuxième point, nous allons parler de l'examen clinique proprement dit. Et au point suivant, nous allons aborder les modifications de la première semaine. Puis suivra les premiers soins administrés au nouveau-né. Nous allons terminer notre présentation par les paramètres hématologiques. De manière sommaire, nous allons présenter comment ça se présente en fonction de l'âge. Et nous allons clore notre présentation avec une conclusion. Dia suivante. Voilà. Alors, pour commencer, les nouveau-nés, ce n'est pas un adulte, ce n'est pas un adulte de petite taille. Ce n'est pas aussi un enfant qui a déjà atteint un certain âge. Donc, le nouveau-né a certaines particularités qui les différencient des autres enfants et particulièrement aussi de l'adulte. Et ces particularités se retrouvent essentiellement à deux points, du point de vue anatomique et du point de vue physiologique. Sur le plan anatomique, il y a plusieurs éléments, mais ici, nous avons épinglé deux. Les éléments qui distinguent les nouveau-nés des autres enfants et des adultes, c'est d'abord les proportions différentes entre les parties de l'organisme. Cela veut dire que le nouveau-né a des parties de son corps n'ont pas les mêmes dimensions de manière relative avec celles de l'adulte. À titre d'exemple, par exemple, la tête du nouveau-né occupe les un quart de sa taille, alors que chez un adulte, la tête occupe pratiquement les 1/8. Donc, ça, c'est déjà un élément qui montre une différence. Il y a d'autres éléments sur lesquels nous n'allons pas nous attarder. Mais un autre élément anatomique qui paraît intéressant, c'est la présence des structures anatomiques transitoires. Chez l'adulte, l'anatomie est déjà finie et complète, mais chez les nouveau-nés, l'anatomie est en train de se modifier. Il y a plusieurs structures anatomiques qui sont transitoires. C'est le cas des fontanelles, c'est le cas du cordon et bien d'autres organes. Alors, et au niveau physiologique aussi, les nouveau-nés comportent certaines particularités qui les différencient de l'adulte. L'une des particularités les plus importantes ici, c'est la croissance rapide. La croissance rapide, les nouveau-nés gagnent très rapidement du poids. Ils gagnent environ 25 à 30 grammes par jour, ce qui fait que les besoins de son organisme sont très élevés pour soutenir cette croissance. Donc, il a vraiment besoin d'un apport suffisant en nutriments pour lui permettre de soutenir la croissance qui est très, très, très rapide. Alors, chez le nouveau-né, on observe aussi des modifications structurelles très rapides. Notamment, il y a la chute du cordon, il y a la fermeture des différents chintes qui interviennent dans les minutes et les heures qui suivent l'accouchement, etc., etc. Et un autre élément important, c'est du point de vue immunitaire, les nouveau-nés souffrent d'une naïveté immunologique. Ça veut dire que son système immunitaire immoral et souffre d'une inexpérience antigénique et qui est comblée, heureusement, par les anticorps maternaux transmis. Mais cela est un handicap parce qu'au bout d'un certain nombre de mois, il devient, lorsqu'il a perdu les anticorps maternaux transmis, il n'est plus nouveau-né. Certes, il est devenu nourrisson, mais il est exposé à beaucoup de pathologies. Dia, s'il vous plaît. Voilà. Qu'est-ce que nous poursuivons lorsque nous examinons un nouveau-né? Lorsqu'on examine un nouveau-né, il y a 4 objectifs essentiels qu'on poursuit. Le premier, c'est d'apprécier les degrés d'adaptation du nouveau-né à la vie aérienne. En fait, le nouveau-né, lorsqu'il est dans le sein maternel, il vit dans un environnement aquatique. Et pour passer de l'environnement aquatique à l'environnement aérien qui est le nôtre, il doit passer par une période de transition. Et cette transition, il peut ne pas la subir avec succès. Et il n'est pas bien s'adapter donc à la vie aérienne. Donc, lorsqu'on examine un nouveau-né qui vient de naître, le premier objectif, c'est de s'assurer qu'il a passé avec succès ou sans encombre la transition de la vie aquatique à la vie aérienne. Le deuxième objectif, c'est de voir si la grossesse et le travail n'ont pas eu un impact sur le nouveau-né. Lorsque la femme est enceinte, elle passe par certaines épreuves, elle doit recevoir de vaccins, par exemple, elle doit suivre un traitement particulier. Et de la même manière, pendant le travail, elle peut accoucher, et pendant l'accouchement, elle peut avoir besoin d'analgésiques, elle peut recevoir des anesthésiques ou bien d'autres médicaments qui peuvent avoir un impact sur le devenir du nouveau-né. Donc, le deuxième objectif, c'est de voir si la grossesse et le travail n'ont pas eu une incidence sur le devenir du nouveau-né. Le troisième objectif, c'est de voir si ce nouveau-né qui a traversé la filière génitale ne présente pas des signes ou des facteurs de risque qui les prédisposent soit à une infection ou soit à une maladie métabolique,
comme une hypoglycémie, comme une anoxie ou une hypoxie, etc., etc. Et le quatrième objectif, c'est de rechercher les malformations congénitales visibles ou apparentes. Donc, voilà les quatre objectifs qu'on poursuit lorsque on est en train d'examiner un nouveau-né. Donc, on apprécie l'adaptation à la vie aérienne, on vérifie si la grossesse et le travail n'ont pas eu un impact négatif sur son devenir, on recherche les facteurs de risque ou les signes d'une infection ou des maladies métaboliques et en maladie, plutôt les malformations visibles. Dia, s'il vous plaît. Docteur Igor Dia. Oui. Voilà. Le point suivant, c'est que nous, avant de dire qu'un nouveau-né a un problème, d'abord savoir quelle est la norme, quelles sont les normes pour dire qu'un nouveau-né est normal. Et ce sont les éléments suivants. Le premier élément, c'est que le nouveau-né doit naître dans un intervalle, c'est-à-dire à terme. Il doit naître avant ou plutôt après la 37e semaine d'aménorrhée, mais avant la 42e semaine. S'il naît avant, il est prématuré, ou s'il naît après, il est post-mature. Et dans les deux cas, le nouveau-né aura besoin d'une cytologie. Le deuxième élément qui définit un nouveau-né normal, c'est la croissance intra-utérine normale. Pour dire qu'un nouveau-né est normal, il ne doit pas être hypotrophe ou il ne doit pas être macrosome. Ça veut dire que son poids doit se retrouver dans certaines limites. Une limite inférieure. S'il est en dessous de la limite inférieure, il est hypotrophique. Pour l'âge considéré, il est hypotrophique. S'il est au-delà de la limite supérieure, il est macrosome. Et dans les deux cas, le nouveau-né va avoir besoin d'éléments qui permettent de définir un nouveau-né normal, c'est l'absence de risque infectieux. Alors, pour définir les risques infectieux, au-delà des signes cliniques qu'il peut présenter, c'est la rupture prématurée de maman. Donc, le nouveau-né doit être issu d'une grossesse où on n'a pas connu une rupture prématurée de maman, ou une fièvre maternelle intraparentale, ou encore d'autres signes, une souffrance fœtale qui peuvent expliquer, ou un travail prolongé qui peuvent expliquer ou qui peuvent définir un risque pour le nouveau-né, un risque infectieux pour le nouveau-né. Alors, le quatrième élément pour définir un nouveau-né normal, c'est l'absence de malformation. Ça veut dire, un nouveau-né qui vient au monde, il ne doit pas présenter des malformations visibles. S'il a des malformations visibles, même mineures, eh bien, c'était un nouveau-né qui mérite une attention particulière et qui, normalement, doit être référé en néonatologie. Et enfin, le cinquième élément, Dia, s'il vous plaît. Voilà, le cinquième élément, c'est la normalité des paramètres vitaux à la 10e minute. Cela veut dire que le nouveau-né à la 10e minute, tous les signes vitaux du nouveau-né doivent se retrouver dans les normes. C'est-à-dire, l'absence de la cyanose et de l'ictère à la 10e minute. Un nouveau-né ne doit pas présenter la cyanose et l'ictère à la 10e minute. La fréquence respiratoire doit être comprise entre 40 et 60 par minute. Donc, la limite inférieure, c'est 40 et la limite supérieure, c'est 60. Le nouveau-né doit avoir sa fréquence respiratoire comprise dans cet intervalle. Alors, il y a aussi la fréquence cardiaque qui doit être comprise entre 120 comme seuil minimum et puis 160 comme le maximum. Un nouveau-né qui ne figure pas dans cette tranche-là pose des problèmes et on ne peut pas les considérer comme normal. La température rectale doit être comprise entre 36 et 37,4. En dessous de ça ou au-dessus de 37,4, c'est un problème et il mérite une attention particulière. Et enfin, il ne doit pas y avoir de signes d'hypotension. Et chez les nouveau-nés, l'hypotension, si on n'a pas le brassard adapté pour prélever la tension, l'hypotension peut être appréciée indirectement par le temps de recoloration. Si le temps de recoloration est supérieur à 2 secondes, on peut suspecter une mauvaise hémodynamique et probablement une hypotension chez les nouveau-nés. Donc, un nouveau-né qui ne remplit pas ces critères ou un seul de ces critères n'est pas rempli, on peut le considérer comme un nouveau-né
pour un examen plus minutieux afin qu'on détermine l'origine du problème. Voilà. Le point suivant, c'est le contrôle du nouveau-né en salle de travail. Ça veut dire que ce nouveau-né vient de naître. Nous devons nous assurer qu'il a transité de la vie aquatique à la vie aérienne sans problème. Et l'élément qui nous permet de nous fixer, c'est les scores d'APGAR. Okay? Donc, les scores d'APGAR, nous tous nous les connaissons. Il y a plusieurs paramètres qui sont pris en compte, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, le tonus, la réactivité et la coloration. Et il y a différentes manières de coter. Et à la fin, on donne un score. C'est ce score-là qui permet de définir les niveaux du score de l'APGAR. Alors, le score d'APGAR se prend à 3 instants, à la première minute, à la 5e minute et à la 10e minute. Alors, à la première minute, le score traduit l'adaptation du nouveau-né à la vie aérienne. Alors, si ce score est compris entre 0 et 3, on pense à une asphyxie à ce moment-là. Si ce score est compris entre 4 et 7, on pense à une adaptation moyenne. Et si le score est compris entre 8 et 10, eh bien, on pense que le nouveau-né s'est bien adapté. Voilà. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le score à la première minute est en rapport avec l'adaptation à la vie aérienne. Le score à la 5e minute, s'il est bas, il traduit une souffrance néonatale. Et le score à la 10e minute, s'il continue à être bas, comme c'est mentionné à côté, en dessous du tableau, si le score d'APGAR est bas à la 10e minute, alors là, il faut craindre vraiment une compromission du devenir. La souffrance néonatale est en train de perdurer dans le temps et que le devenir neurologique de cet enfant peut être compromis. Dia, s'il vous plaît. Voilà. Nous allons maintenant aborder les points qui traitent de l'examen clinique proprement dit. Alors, classiquement, nous allons suivre les étapes classiques d'un examen clinique. L'interrogatoire, nous commençons par l'interrogatoire. L'interrogatoire du nouveau-né, quand on interroge les parents d'un nouveau-né ou bien la personne qui l'accompagne, c'est classique, c'est un examen classique. Mais seulement, il y a des facteurs sur lesquels on doit insister. On doit insister plus que chez un enfant ou bien chez un adulte, chez un enfant plus âgé ou un adulte. Donc, il faut surtout insister sur les antécédents dans l'interrogatoire lorsqu'on est en train d'examiner un nouveau-né. Et dans les antécédents, il faut rechercher notamment les déroulements des CPN. Est-ce que la mère a suivi les CPN correctement? Est-ce que lors des CPN, elle a reçu tous les vaccins qu'elle est censée recevoir? Comment est-ce qu'elle a fait de la fièvre, par exemple, dans les derniers trimestres de la grossesse? Quelle a été la durée du travail d'accouchement? Quand est-ce que les membranes se sont rompues? Est-ce que c'était une rupture prématurée ou la rupture est intervenue juste quelques minutes avant l'expulsion du fœtus? Est-ce qu'il y avait une notion de souffrance fétale? Est-ce que, de combien était l'APGAR à la naissance? Tous ces éléments doivent être récoltés ou recueillis pour permettre aux pédiatres de se donner, de se fixer, d'avoir une idée un peu plus claire par rapport au devenir du nouveau-né qu'il est en train d'examiner. Bien. Alors, l'examen physique, lorsqu'on a fini l'interrogatoire, l'examen physique est un peu particulier. La partie inspection joue un rôle très important, beaucoup plus d'informations que toutes les autres parties qui vont suivre. Et lorsqu'on est en train d'inspecter un nouveau-né, 4 éléments doivent attirer votre attention. Le premier élément, c'est l'attitude. Quelle est l'attitude du nouveau-né? Normalement, un nouveau-né qui est à terre, mais qui ne pose pas de problème, il a une attitude en quadriflexion. Ça veut dire les membres supérieurs sont fléchis, les membres inférieurs aussi. Il a une position qu'on appelle la position du batracien ou la position du boxeur. Ça veut dire que les poings sont pratiquement au niveau du visage comme ça et les membres supérieurs ou inférieurs sont également fléchis. C'est cette attitude qui est normale. On doit pousser à s'interroger sur d'éventuels problèmes qui pourraient présenter. Après avoir examiné l'attitude du nouveau-né, il faut examiner aussi la peau du nouveau-né. Comment se présente la peau du nouveau-né? Normalement, la peau du nouveau-né est érythrosique ou rosée, plus souvent rosée. Mais il peut être érythrosique surtout chez les prématurés. Alors, dans ce cas, ce qu'on peut aussi observer sur la peau du nouveau-né, c'est la présence des duvets de l'anigo. En fait, ce sont des petites poils blanches que l'on retrouve essentiellement
au niveau des épaules, derrière, dans la région des omoplates, ainsi qu'au niveau du dos et du bras, des bras. Donc, ce sont ces petites poils qu'on appelle les divers de l'anigo. Chez un nouveau-né qui est à terme, les divers de l'anigo est bien développé, on sait voir et distinguer très facilement. Alors, on note aussi la présence de vernix caseosa. Le vernix caseosa, c'est une substance qui a une apparence mastique et qui recouvre par endroits le corps du nouveau-né et qui joue un rôle très important dans le maintien de la température du nouveau-né dans les heures qui suivent son accouchement. Alors, l'autre élément que l'on peut retrouver, c'est la cyanose. La cyanose aux extrémités ne signifie pas grand-chose lorsqu'elle se présente dans les premières heures de la vie. C'est-à-dire, là j'insiste, que ça doit être une cyanose aux extrémités, c'est-à-dire les doigts, les orteils, ainsi de suite. Mais si c'est une cyanose généralisée, cela doit immédiatement attirer l'attention de l'examinateur et pousser les investigations un peu plus loin. Dia, s'il vous plaît. Après l'attitude et la peau, il faut examiner, inspecter la respiration du nouveau-né. Le nouveau-né, normalement, il respire uniquement par le nez. Le nouveau-né respire la bouche fermée. Alors, la respiration du nouveau-né peut être périodique. Ça veut dire qu'il peut présenter des pauses. Hein? Il respire, pendant un moment, il fait une pause, il arrête de respirer. Mais normalement, les pauses respiratoires sont généralement inférieures à 20 secondes. Et ces pauses n'entraînent pas une modification de la coloration cutanée. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cyanose. Si une pause dure au-delà de 20 secondes et qu'elle commence à entraîner un changement de la coloration de la peau, eh bien, ça doit attirer l'attention de l'examinateur et pousser l'examinateur à investiguer en profondeur pour savoir pourquoi l'enfant est en train de présenter des pauses respiratoires. La fréquence respiratoire, nous l'avons déjà dit plus haut, elle varie entre 40 et 60 par minute. C'est ça la fréquence respiratoire normale du nouveau-né. En dessous ou au-dessus, cela doit attirer l'attention et doit pousser à investiguer. Alors, ce qu'il faut aussi apprécier lorsqu'on est en train d'inspecter un nouveau-né, c'est son état nutritionnel. 4 cas de figure vont se présenter. Soit le poids est entre 2500 et 3999, là, c'est un nouveau-né. Chez un nouveau-né à terme, c'est un poids qui est tout à fait normal. Mais si un nouveau-né à terme a un poids inférieur à 2500 grammes, on peut le considérer comme hypotrophe. Et si ce poids-là est supérieur à 4000 grammes, eh bien, on peut le considérer comme macrosome. Alors, je voudrais insister ici que le poids dépend aussi de la race et de la région du globe à laquelle le nouveau-né appartient. Si vous avez, par exemple, affaire à un nouveau-né pygmée, ce n'est pas les mêmes paramètres que vous allez apprécier. Donc, il faut contextualiser toujours la situation pour essayer de juger. Voilà. Mais les poids se déterminent aussi en utilisant ou en se référant à la courbe de Lubchenko qui permet de rapporter l'âge au poids de naissance et de déterminer si le poids est normal ou s'il se trouve en dehors des limites consacrées. Alors, ce qu'il faut aussi prendre, c'est la taille et le périmètre crânien. La taille d'un nouveau-né normal tourne autour de 50 cm et son périmètre crânien est de 35 cm plus ou moins 2. Voilà. Dia, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, l'examen physique systématique. L'examen physique systématique, c'est fait comme l'examen classique, de la tête aux pieds. Et les particularités de la tête d'un nouveau-né sont les suivantes. La première chose, c'est qu'il y a la présence de fontanelles. Les fontanelles, il y en a normalement 4. Il y a la grande fontanelle, la fontanelle bregmatique qui se trouve en avant, la fontanelle qui se trouve en postérieur vers l'occiput. Ça, ce sont des fontanelles qui sont palpables chez tous les nouveaux-nés, chez les prématurés, parce que chez les prématurés, l'ossification du crâne est encore loin d'avoir atteint son achèvement. Ça veut dire, pour comprendre ce que c'est les fontanelles, l'os de l'embryon, ou plutôt les crânes de l'embryon, c'est une structure cartilagineuse. Mais dans cette structure cartilagineuse, il y a des points d'ossification. Et ces points d'ossification reflètent pratiquement les différents os du crâne. Et ces points d'ossification vont du centre vers la périphérie. Et là où les points d'ossification vont se croiser, c'est là où on a les sutures du crâne
Et s'il y a deux ou trois, dans la zone de convergence de trois ou quatre hauts du crâne, c'est là où on trouve des fontanelles. Donc, plus l'enfant avance vers le terme, plus ou moins la fontanelle est large. Plus il est prématuré, plus les fontanelles sont larges. Dans la culture africaine, la culture congolaise en particulier, on a tendance parfois à considérer la fontanelle comme une maladie. Et parfois, on induit même des substances au niveau de la fontanelle, disant qu'on est en train de soigner une maladie. Et souvent, ça donne même lieu à des infections des cutanées qui peuvent parfois devenir très graves. Et tout simplement, c'est un manque d'information. Donc, les pédiatres, ou en tout cas la personne même qui dirige l'accouchement, doit expliquer aux parents l'importance des fontanelles. Les sutures et les fontanelles jouent un rôle très important dans l'accouchement parce que c'est ce qui permet au crâne de rester malléable lorsqu'il est en train de traverser la filière génitale et de pouvoir passer. Si le crâne était totalement ossifié, il serait dur comme un bloc de pierre et il aurait parfois du mal à passer. Mais avec les fontanelles, le crâne peut rester encore modélable et passer à travers la filière génitale pour assurer un accouchement. Alors, les conjonctives palpébrales du nouveau-né sont très colorées, ils sont rouges, ils sont très difficiles à observer parce qu'il a les yeux fermés et il ouvre ses yeux difficilement. Et les conjonctives bulbaires sont en ictérique chez un nouveau-né normal. Voilà. On peut observer la contusion du visage lorsque le nouveau-né est né avec une présentation des faces. Les touchés vaginaux intempestifs, surtout dans les milieux reculés, les touchés vaginaux intempestifs peuvent faire en sorte que le nouveau-né va venir avec une bouffissure du visage, comme si c'était un boxeur qui revenait d'un combat. Et donc, ça, c'est aussi des choses qui sont assez fréquentes. Alors, dans certains cas, on peut retrouver une bosse sérosanguine ou un céphalématome. Dia, s'il vous plaît, on va voir ce que cela veut dire dans la dia qui suit. Voilà. Donc, revenez, s'il vous plaît, revenez à la dia précédente. Oui, dia. Voilà. Donc, ici, nous avons quelques cas de figure. En haut et à gauche de l'écran, ça, c'est un schéma qui montre les différents cas de figure. Nous avons une bosse sérosanguine. Une bosse sérosanguine, c'est une hémorragie qui est au-dessus de l'aponévrose. Mais nous avons un autre cas de figure, c'est l'hématome sous-galéal. L'hématome sous-galéal, c'est lorsque l'hémorragie est collectée en dessous de l'aponévrose, mais au-dessus du périoste. Et nous avons le céphalématome. Le céphalématome, c'est lorsque la collection sanguine se fait en dessous du périoste, donc entre le périoste et l'os. Et les caractéristiques cliniques, je ne vais pas insister là-dessus parce que ce n'est pas un exposé qui traite de ces sujets, mais au moins vous avez les images en bas à gauche de l'écran ou à notre gauche, à droite de l'écran. Nous avons une image d'une bosse sérosanguine. À côté de cette image, nous avons une image d'un autre enfant avec céphalématome. Et au-dessus, à gauche de l'écran, nous avons un enfant avec un visage contusionné. C'est un enfant qui est né avec une présentation de face et touché vaginaux intempestifs qui allait, les doigts de l'examinateur allaient heurter le visage. Eh bien, voilà l'enfant né avec un visage tout bleu, comme s'il avait reçu des coups. Dia, s'il vous plaît. Alors, après l'examen de la tête, il faut examiner très attentivement la bouche. Et lorsqu'on examine la bouche, on y recherche essentiellement les malfaçons ou les malformations. Et trois types de malformations sont assez courantes. La plus courante, c'est la fente labiopalatine. Donc, c'est l'absence de fermeture du voile du palais et qui communique parfois avec les fosses nasales. Et l'image est là, elle est assez explicite. Donc, ça, c'est une malformation qui est assez courante et que l'examinateur ne peut pas manquer d'ordinaire. Mais on trouve aussi d'autres malformations moins graves et puis moins fréquentes. C'est notamment les kystes de gencives. Chez nous, on appelle ça, les mamans appellent ça minoaplastique. Mais en réalité, ce ne sont pas des dents, c'est seulement des kystes au niveau des gencives. C'est moins grave. Au bout de quelques jours, ça va se crever et généralement, ça n'a pas tendance à récidiver. On peut trouver aussi les perles d'Epstein. Ce sont des substances blanchâtres qu'on retrouve au niveau du palais, vers l'arrière du palais.
Et là aussi, ce sont des structures qui ne sont pas graves, hein, ça n'entraîne pas de complications dans la majorité des cas. Dia, s'il vous plaît. Voilà. Après l'examen de la tête et de la bouche, eh bien, il faut examiner les systèmes cardiovasculaires et respiratoires. Alors, la respiration, comme nous l'avons dit plus haut, elle peut être périodique. Eh bien, les arrêts sont inférieurs à 20 secondes et ça n'entraîne pas de cyanose. Mais chez les prématurés, souvent, on peut avoir des apnées. Les apnées chez les prématurés, c'est tout le contraire de ce que nous venons de dire. Ce sont des pauses qui dépassent 20 secondes et qui entraînent une cyanose. Donc, lorsqu'une pause respiratoire dépasse 20 secondes et entraîne une cyanose, surtout chez les prématurés, cela, c'est ce qu'on appelle, on peut considérer comme une apnée chez le nouveau-né. Alors, l'auscultation, chez le nouveau-né, il faut faire très attention parce que l'auscultation n'a pas beaucoup de valeur, surtout lorsque le nouveau-né vient de sortir à peine de la salle d'accouchement. Parce qu'à ce moment-là, les chantres ne sont pas encore complètement fermés. Il y a le liquide pulmonaire qui n'est pas encore complètement résorbé. Si vous auscultez l'enfant à ce moment-là, vous risquez d'entendre des bruits qui ne sont pas tout à fait orthodoxes. Vous pouvez penser que c'est un problème grave, mais en réalité, c'est seulement un processus qui est en train de se poursuivre et ça va se régulariser. Donc, il faut vous méfier de l'auscultation du nouveau-né dans les premières heures de sa vie. Hein. Voilà. Mais si vous remarquez quand même qu'il y a des anomalies, l'idéal, c'est de répéter l'auscultation quelques heures ou quelques jours après la naissance pour se rendre compte si les anomalies ont disparu ou si ça persiste. Alors, il faut aussi palper les pouls fémoraux et les pouls brachiales, surtout à la recherche d'une coartation de l'aorte. Dans la coartation de l'aorte, souvent, le pouls fémoral est plus bas et plus faible, je vais dire, par rapport au pouls brachial. Ça dépend du niveau de la coartation. Il existe des situations où le pouls brachial aussi peut être faible du côté gauche par rapport au côté droit. Ça dépend de l'endroit où la coartation se situe. Dia, s'il vous plaît. Alors, au niveau de l'abdomen, c'est surtout l'hépatosplénomégalie que l'on recherche. L'hépatosplénomégalie peut être visible lors des infections sévères, mais aussi et surtout en cas d'incompatibilité RH. Lorsqu'il y a une incompatibilité dans le système RH, souvent l'enfant vient au monde avec une grosse rate et un gros foie. Voilà. Mais là, il y a d'autres signes. Hein. Il y a l'ictère, la nasaque fétoplacentaire et d'autres signes sur lesquels on ne va pas insister. Mais la malformation la plus couramment observée au niveau de l'abdomen, c'est l'omphalocèle. Elle est bien visible et les cliniciens ne peuvent pas passer à côté. C'est une malformation qui demande une intervention chirurgicale lorsqu'elle n'est pas très, très étendue. Voilà. Elle est compatible avec la vie, généralement. Voilà. Dia suivante. Voilà. L'examen du bassin et de l'appareil génital, c'est aussi très important. Eh bien, ça dépend maintenant du sexe. Les malformations sont différentes en fonction du sexe. Chez les garçons, eh bien, les bourses sont noires, plissées, avec les testicules présents dans les scrotums. Parce que les testicules, généralement, chez l'embryon ou chez le fœtus qui a un âge suffisamment bas, eh bien, les testicules se trouvent dans la cavité abdominale et au fil de la croissance intra-utérine, les testicules migrent, okay, et se retrouvent dans le canal inguinal avant de se retrouver dans les testicules. Si l'accouchement, dans les scrotums, je vais dire, si l'accouchement survient très tôt, eh bien, les testicules peuvent ne pas encore avoir atteint leur destination finale et se retrouver plus haut, soit dans le canal inguinal et parfois même dans la cavité péritonéale. Alors, les cliniciens doivent palper les testicules et même le canal inguinal à la recherche de la localisation des testicules. Des malformations possibles, chez les garçons, il y a plusieurs malformations qui sont possibles hein, au niveau de ces organes génitaux. C'est notamment l'hypospadias, l'épispadias, les phimosis ou le paraphimosis. Nous allons voir les illustrations tout à l'heure ici. Chez la fille, par contre, on peut observer une hypertrophie. On observe une hypertrophie des grandes lèvres qui se distinguent bien. Parfois, les petites lèvres ne sont pas visibles. Elles sont couvertes par les grandes lèvres. On peut observer une sécrétion génitale crémeuse qui n'a aucun lien avec une infection génitale quelconque et qui est passagère. Et parfois, on peut avoir une hémorragie génitale dans les 48 heures. Une crise génitale qui est liée à la crise génitale. Peut-être nous allons y revenir un peu plus bas. Mais dans les deux sexes, il faut rechercher une imperforation anale parce que c'est l'une des malformations la plus courantes qui concerne les systèmes
les bassins et l'appareil génitaux digestif. Dia, s'il vous plaît. Voilà, ici, nous avons une illustration des différents types de malformations, ou du moins d'imperforations anales chez les garçons et comme chez la fille. Il y a les infections, non, les imperforations qui sont bas situées et les imperforations qui sont haut situées en fonction du sexe. Donc, il y a différentes catégories. Donc, nous n'allons pas insister là-dessus parce que ce n'est pas un exposé qui traite des imperforations anales. Mais au moins, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a différents niveaux d'imperforation. Les imperforations avec fistule, ça c'est compatible avec la vie, mais les imperforations qui ne sont pas accompagnées de fistules, là, il faut une intervention chirurgicale parce que ça constitue une occlusion intestinale. Et si on n'opère pas, l'enfant peut trépasser. Mais s'il y a une fistule, les matières peuvent encore passer, soit à travers la vessie, soit à travers le vagin si c'est une fille, et ainsi de suite, donc, ou à travers l'urètre. Et l'individu peut quand même vivre avec ça en attendant une éventuelle intervention chirurgicale. Dia, s'il vous plaît. Voilà, ici, c'est une image qui traduit l'éphymosis. L'éphymosis, c'est tout simplement le fait que les glands ne peuvent pas se décaloter. Parce que normalement, chez un enfant qui n'est pas encore circoncis, les glands du pénis est recouvert par le prépuce. Et le prépuce, à son sommet, il a une ouverture. De sorte que lorsqu'il y a une érection, les prépuces se rétractent et les glands peuvent sortir. Alors, si l'orifice du prépuce est suffisamment petit et ne permet pas l'éruption du gland, c'est ce qu'on appelle un phimosis. Donc, le pénis est pratiquement bloqué derrière ou le gland est pratiquement bloqué derrière le prépuce. Alors, c'est ce qu'on appelle un phimosis. Et il peut arriver que dans le phimosis, le gland sort, mais il ne sort pas en entièreté et il est étranglé. C'est ce qu'on appelle un paraphimosis. Et le paraphimosis peut se compliquer, comme nous le voyons dans l'image à gauche de l'écran en haut, il peut se compliquer d'une nécrose du gland et pratiquement d'une perte des organes génitaux. Donc, ça veut dire que si on arrive à un paraphimosis, c'est une situation qui est urgente parce que le devenir génital de cet individu peut dépendre de cette pathologie. À côté du phimosis et du paraphimosis, on peut retrouver aussi d'autres malformations, l'hypospadias ou l'épispadias. L'hypospadias, c'est lorsque l'urètre s'ouvre en dessous, sur la face ventrale du pénis, et l'épispadias, c'est lorsque l'urètre s'ouvre sur la face dorsale du pénis, comme vous pouvez le voir sur les images illustrées ici. Merci. Diap, suivant. Alors, l'examen doit se poursuivre. On va examiner les membres et la colonne. Voilà. Les membres, normalement, c'est surtout les malformations qu'on retrouve. Et il y a plusieurs types de malformations qu'on peut observer au niveau des membres. La syndactylie, la soudure des doigts, la digitation surnuméraire des doigts en plus. On peut observer les pieds beaux de différentes natures et la phocomélie. Il y a plusieurs malformations que l'on peut retrouver au niveau des membres. Voilà. Mais on examine aussi la hanche. La hanche, quand on examine la hanche, c'est surtout à la recherche d'une luxation congénitale de la hanche. Et pour identifier une luxation congénitale de la hanche, on recourt à la manœuvre qu'on appelle la manœuvre d'Ortolani. Alors, la colonne vertébrale doit aussi être examinée et la malformation la plus courante observée au niveau de la colonne vertébrale, c'est l'espina bifida, qui est un défaut de fermeture de la paroi au niveau du canal rachidien. Donc, le canal rachidien ne se ferme pas et les méninges sont pratiquement à nu. Et c'est une malformation qui expose à beaucoup de complications neurologiques, mais aussi à des infections dont le méningite. Alors, après avoir fini l'examen systématique, on procède à l'examen neurologique. L'examen neurologique se focalise sur 3 axes. Le premier axe, c'est la conscience. Il faut examiner la conscience du nouveau-né, tout en gardant à l'esprit que le nouveau-né passe l'essentiel de son temps à dormir. On estime que le nouveau-né passe 21 heures de sommeil par jour et 3 heures de veille. Donc, quand vous l'examinez et que vous êtes en train d'examiner sa conscience, eh bien, soyez attentifs et prenez cet élément en compte. Mais seulement, ça se différencie du coma, son sommeil se différencie du coma par le fait qu'un stimuli nociceptif peut entraîner le réveil. Voilà. À part la conscience, le deuxième axe de l'examen neurologique, c'est les réflexes archaïques. Eh bien, il y a plusieurs types de réflexes qu'on explore. Les réflexes de Monro, les réflexes de succion, déglutition,
les réflexes d'agrippement, les réflexes de la marche automatique et j'en passe. Après les réflexes, c'est les tonus. Les tonus s'évaluent de plusieurs manières. Il y a les tonus passifs et les tonus actifs. Bien, les tonus, c'est l'attitude en quadriflexion, comme nous l'avons dit tout à l'heure, mais il y a aussi d'autres examens ou d'autres analyses qui vous permettent d'apprécier les tonus des différents segments du corps. Donc, il y a la manœuvre de foulard, il y a la manœuvre de tirer assis et bien d'autres manœuvres qui vous permettent d'apprécier les tonus d'un nouveau-né. Dia, s'il vous plaît. Voilà. C'est que nous pouvons. Maintenant, nous allons parler des modifications que l'on observe à la première semaine chez les nouveau-nés. Ça veut dire, comme nous avons dit au début, les nouveau-nés bénéficiaient des modifications, étaient sujets à des modifications physiologiques et anatomiques de manière très rapide. Alors, il est très important pour les cliniciens de savoir identifier les principales modifications qui arrivent au courant de la première semaine de la vie d'un nouveau-né. Et les premières modifications portent sur le poids. Alors, normalement, le nouveau-né perd 10% de son poids entre le 3e et le 5e jour de vie. Et cette perte pondérale est essentiellement liée à plusieurs phénomènes. C'est notamment l'émission du méconium, l'émission d'urine, la diète relative, parce qu'il faut parfois quelques jours pour que la montée laiteuse soit suffisante afin que le nouveau-né commence à s'alimenter. Si entre-temps, il y a un bruit de fond, voilà. Si entre-temps, il n'y a pas une alimentation alternative, eh bien, le nouveau-né peut souffrir pratiquement, il peut se retrouver à jeun et ne pas gagner suffisamment de poids. Donc, ce sont les facteurs qui expliquent la perte pondérale qui se tourne autour de 10% du poids. Mais il récupère son poids de naissance autour du 10e jour, environ 10e jour, lorsqu'il commence à manger normalement et qu'il s'est bien adapté. Donc, c'est comme ça qu'évolue le poids d'un nouveau-né. Alors, à part le poids, les modifications peuvent concerner aussi la peau. Généralement, le nouveau-né peut présenter un ictère physiologique qui apparaît au 2e jour. Mais très souvent, il y a une erreur que je remarque chez les médecins stagiaires. Ils pensent qu'un ictère qui apparaît le 2e jour, c'est un ictère physiologique. Non. L'ictère physiologique apparaît au 2e jour, mais tout ictère au 2e jour n'est pas un ictère physiologique. Parce que les infections peuvent entraîner un ictère, les maladies hématologiques peuvent entraîner un ictère et ces maladies peuvent survenir à n'importe quel jour, au 1er jour, au 2e jour et entraîner l'ictère de la même manière que les infections peuvent survenir au 2e jour. Donc, l'ictère physiologique, ce qui vous permet de dire que c'est un ictère physiologique, c'est un ictère où il n'y a aucun autre signe d'inquiétude. Le nouveau-né est très bien, il ne pose aucun problème, mais il est ictérique. Ça, c'est un élément qui vous permet de dire qu'ici, très probablement, c'est un ictère physiologique. Mais chaque fois que vous avez un ictère, fouillez quand même pour exclure les autres causes potentielles. Alors, on peut aussi observer sur la peau du nouveau-né ce qu'on appelle les impétigobuleux. Les impétigobuleux, c'est comme des pustules qui apparaissent sur la peau du bébé autour du 10e jour. Les pustules sont généralement liées au fait que la peau du bébé est en train d'être colonisée par les staphylocoques, essentiellement par les Staphylococcus epidermidis, et c'est ce qui va entraîner la formation de ces pustules. Généralement, ce sont des lésions qui ne sont pas graves. Ça apparaît plus au niveau de la tête, du cuir chevelu, et au niveau, à la base du cou, tout en haut du thorax. Et parfois, ça peut même être généralisé, mais ça passe très vite. Ça passe très vite. Donc, ça, c'est une colonisation de la peau par les staphylocoques aureus qui est généralement à la base de l'impétigobulé staphylococcique. D'autres germes aussi peuvent provoquer l'impétigobulé, dont le streptocoque, mais souvent, c'est à un âge un peu plus avancé qu'à la période néonatale précoce. Alors, au niveau de la tête, nous l'avons déjà dit, eh bien, on peut voir la bosse sérosanguine et le céphaléomatome, mais généralement, ces deux entités disparaissent la première semaine. Des anomalies qui peuvent se surinfecter et parfois avoir des conséquences très graves. Moi, j'ai déjà vu un nouveau-né qui a perdu tout son cuir chevelu à cause d'un céphaléomatome ou d'une bosse sérosanguine qui s'était infectée. Ça s'était infecté, c'était une grosse collection de pus. Un nouveau-né, on avait recueilli presque 1 litre de pus au niveau du cuir chevelu, mais après, le cuir chevelu était complètement délabré
et on n'a pas pu récupérer. Donc, ce sont des situations qui doivent attirer vraiment l'attention. Dia, s'il vous plaît. Voilà. Au niveau de l'abdomen, les cordons sèchent et tombent aux environs du 7e jour. Alors, parfois, après la chute du cordon, il peut y avoir un bourgeon qui persiste. Et si le bourgeon persiste, on utilise le nitrate d'argent pour cauteriser les bourgeons qui persistent. Alors, les selles, comment évoluent les selles? Normalement, les nouveau-nés sont noirâtres, c'est ce qu'on appelle les méconies. Et puis, normalement, au-delà du 3e jour, ça c'est nouveau-né, c'est-à-dire jaune d'or. Voilà. Les urines sont émises dans les 24 heures pour la majorité des nouveau-nés. Les nouveau-nés vont émettre les urines. Cependant, il reste quand même une proportion. 7% des nouveau-nés vont émettre les urines jusqu'à la 48e heure. Et même 1% au-delà. Je pense que c'est Mais si une, il a un petit souci de connexion. docteur Igor, il y a. Oui, vous avez perdu la connexion. Ça va maintenant, vous voyez? Oui, je suis connecté, je suis bien connecté. OK. Vous pouvez poursuivre. On vous suit. Oui, j'ai fini cette dia. Vous pouvez passer à la dia suivante. Voilà. Alors, au niveau des organes génitaux, ce qu'on remarque chez les nouveau-nés, c'est qu'on peut observer la crise génitale qui survient généralement vers le 7e jour. Alors, elle se caractérise chez les garçons par un gonflement de bourse. Ça veut dire on peut observer une turgescence des bouches chez les garçons qui traduit justement une crise génitale. En fait, c'est seulement un dérèglement hormonal, okay? Un dérèglement hormonal qui fait en sorte que les, les, comment, les différents paramètres hormonaux du nouveau-né sont sont Parce que le problème, c'est chez lui, là.
Docteur Igor, vous me suivez? Il y a eu un certain moment, un petit souci, donc vous pouvez bouger pour nous permettre de bien vous suivre. Ok, vous pouvez poursuivre. Moi, je vous suis très bien. Ok, vous pouvez poursuivre. Oui, donc, oui, revenez alors à la dia. Donc, Ok, vous pouvez poursuivre. Docteur Dadi, vous êtes là? là? Vous êtes là? Voilà. Vous êtes là? J'avais déjà passé. Docteur Dadi, est-ce que vous nous suivez? Docteur Dadi, vous êtes là? Oui, à tous les participants, nous leur demandons de patienter un peu. Nous avons un petit souci technique que nous allons gérer incessamment. Je pense que nous avons un petit souci de la qualité du réseau. Oui. Ah, ok, ça va. Vous pouvez alors poursuivre. Je passe alors. Voilà. Voilà. Revenez à la dia précédente pour que je me repère. Revenez à la dia précédente pour que je me repère, s'il vous plaît. Oui, c'est déjà. Voilà. Donc, j'étais en train de terminer avec. Oui, ça va. J'étais en train de finir avec. Je disais que dans les deux sexes, on pouvait observer une congestion mammaire et qu'il y avait un risque que les seins qui sont turgescents et remplis de lait
puisse s'infecter. Et cette infection, si elle n'est pas bien gérée, eh bien, ça peut entraîner une nécrose. J'ai déjà vu un cas où une petite fille avait perdu tout un sein parce qu'elle avait fait une crise génitale comme ça, avec turgescence de sein, et puis ça s'est infecté. Comme ça n'avait pas été bien pris en charge, ça s'était nécrosé. Donc, ce sont des situations qu'il faut prendre au sérieux. Généralement, on prend ça en charge avec la vitamine B6, ça donne de très bons résultats, ou la bromo d'habitude, mais c'est surtout la vitamine B6, ça donne de très bons résultats lorsqu'on est devant ces cas de figure. Dia suivante. Alors, les soins des voies aériennes. Je m'excuse, l'examen neurologique, là, au début de la phrase, ne devrait pas être là. Les soins des voies aériennes, pour cela, on utilise la sonde nasogastrique. C'est-à-dire, il faut aspirer les nouveau-nés lorsque c'est nécessaire. Ce n'est pas tous les nouveau-nés qu'on aspire, mais lorsqu'on observe qu'il y a quand même des sécrétions, beaucoup de sécrétions dans les voies aériennes, on peut aspirer. Et pour l'aspiration, on utilise la sonde nasogastrique numéro 6 ou numéro 8 et on recourt aussi à un d'eau. Généralement, chez nous, on utilise une poire, mais la poire ne sert à rien parce que la poire n'aspire que l'orifice externe de fosse nasale ou tout au plus la cavité buccale. Parfois, les sécrétions, il faut aller les suivre jusque dans les voies aériennes un peu plus bas. Eh bien, c'est la sonde naso, ou bien dans les fosses nasales plus profondément. C'est la sonde nasogastrique numéro 8 ou numéro 6 qu'il faut utiliser avec un aspirateur. Alors, les soins du cordon. Il faut ligaturer le cordon environ 10 cm au-dessus de la base. Et lorsque nous avons ligaturé, il faut éviter des manœuvres de perfusion. Vous savez, jadis, je crois que ce sont des manœuvres qui sont complètement proscrites maintenant. Jadis, quand l'enfant était né, il y avait cette technique qui consistait à tirer le sang comme ça du cordon vers le nouveau-né, mais c'est une pratique qui n'est plus d'habitude, en tout cas recommandée aujourd'hui. Il n'est pas aussi nécessaire de placer un pansement sur le cordon ombilical. La seule ligature suffit. Dia suivante. Alors, les soins de la peau. Il faut seulement essuyer tendrement le sang et la glaire. Quand un nouveau-né vient de naître, il n'a pas besoin de bain. Donc, il faut essuyer simplement les bébés, essuyer la glaire et le sang. Il faut laisser en place les vernix caseosa, parce que nous avons dit que les vernix caseosa jouaient un rôle très important dans le maintien de la température du nouveau-né. Et puis, il faut éviter les bains jusqu'à la chute du cordon. Il est conseillé de commencer à laver le nouveau-né lorsque le cordon est tombé. Parce qu'il faut craindre alors un risque de refroidissement si vous ne faites pas attention, ou bien même vous risquez d'infecter le cordon ombilical et entraîner des situations qui ne sont pas toujours agréables. Alors, au niveau des yeux, il faut instiller une solution antibiotique dans les sacs conjonctivales. Jadis, on instillait les nitrates d'argent, qu'on appelait la technique des crédits, mais aujourd'hui, on peut utiliser la tétracycline ou la gentamicine en gouttes. On peut qu'on instille dans les yeux pour prévenir les conjonctivites, surtout liées à la gonocoxie. Bien. Alors, la nitrate d'argent, comme je le disais ici, c'est une technique qui est pratiquement abandonnée. Dia suivante, s'il vous plaît. Alors, il faut prendre aussi les mensurations. On avait déjà dit, Apgar, même si ce ne sont pas vraiment des mensurations, mais il faut prendre l'Apgar à la première, à la 5e et à la 10e minute. Il faut prendre la taille, le poids et le périmètre crânien. Il faut habiller l'enfant. Alors, pour habiller l'enfant, il faut vraiment l'habiller comme on habille un enfant, mais il ne faut pas oublier les bonnets et les chaussons, parce que ça lui permet aussi de conserver la température de son corps plus facilement. La température de la pièce doit être supérieure ou égale, donc pas supérieure à 20, mais inférieure à 33 degrés. Okay? Si ça tombe en dessous de 20, les 33, là aussi, ce n'est pas bon pour le nouveau-né, risque de faire de l'hyperthermie. Dia suivante. Voilà, ici, c'est une annexe, je considère ça comme une annexe, mais c'est un tableau qui retrace un tout petit peu les différentes valeurs hématologiques chez les nouveau-nés, chez l'enfant de 3 mois, 1 an et puis ainsi de suite. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout les valeurs des nouveau-nés. Ici, ce qui peut attirer notre attention, c'est les valeurs de l'hémoglobine qui peut aller jusqu'à 6 millions, je vais dire. Voilà, il y a les volumes globulaires moyens
c'est la période où le volume globulaire moyen est le plus haut, c'est 106, et d'autres paramètres qui sont là. Je crois que le tableau sera disponible. Tout le monde pourra regarder et voir les paramètres qui sont nécessaires. Même si ça ne fait pas partie de l'examen clinique, mais j'ai estimé quand même important de marquer, d'insérer ça dans cette présentation. Dia suivante. Alors, pour finir, qu'est-ce que nous pouvons dire? L'examen clinique du nouveau-né, c'est une étape très importante de la vie d'un nouveau-né. Parce que si l'attention n'est pas suffisamment bien orientée, eh bien, on risque de passer à côté des choses très importantes qui vont compromettre peut-être même l'avenir ou le devenir de ces nouveau-nés. Donc, l'examen clinique doit être systématique pour tous les nouveau-nés qui viennent de naître en salle d'accouchement. Et lorsque les gens qui sont à la maternité remarquent que le nouveau-né ne remplit pas les conditions pour être considéré comme un nouveau-né normal, eh bien, il doit être immédiatement transféré en néonatologie pour une prise en charge un peu plus adéquate. Alors là, c'est ce que je disais, donc la moindre anomalie doit obliger les transferts en néonatologie. Les anomalies constatées doivent être prises en charge immédiatement. Étant donné la fragilité du nouveau-né, eh bien, chaque rapidement possible. Voilà. Donc, dia suivante. C'est par là que nous terminons notre présentation. Nous espérons que ça a répondu aux interrogations des uns et des autres et nous sommes disposés à répondre à des éventuelles questions tout en remerciant tout l'auditoire, ceux qui sont en ligne et ceux qui sont sur place dans la salle, de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Falay. Nous vous remercions pour votre brillant exposé. Maintenant, pour un petit rappel, donc l'exposé a porté sur 7 points. Premièrement, le médecin directeur a parlé de l'introduction. Dans l'introduction, il a parlé des particularités anatomiques et physiologiques du nouveau-né. Ensuite, il a parlé des objectifs de l'examen clinique du nouveau-né. Il y avait 4 objectifs. Troisièmement, il a défini un nouveau-né normal. Il y avait 5 éléments qui constituaient la définition d'un nouveau-né normal. Par après, il y a eu l'examen clinique proprement dit du nouveau-né. Il y a eu l'interrogatoire. Ensuite, l'examen physique. Et dans l'examen physique, le médecin directeur a insisté plus sur l'inspection. Donc, c'était l'examen capital et important pour le nouveau-né. Ensuite, il a parlé de modification de la première semaine. Ensuite, il a parlé des premiers soins administrés au nouveau-né. Il a parlé, comme ce n'était pas vraiment dans l'exposé, mais il nous a parlé quand même de quelques évolutions des paramètres hématologiques en fonction de l'âge et du sexe. Et il a fini par la conclusion. Maintenant, nous sommes à l'étape des questions-réponses. Aujourd'hui, nous n'allons pas prendre les questions en série. Nous allons prendre seulement une personne pose la question et il répond directement. Nous allons commencer avec les personnes qui sont dans la salle. Si vous avez des préoccupations ou des contributions, nous vous demandons d'intervenir maintenant. On commence dans la salle, il n'y a pas de questions. Nous accordons la parole à Dr. John pour sa question. Merci beaucoup, Dr. Essé, pour la parole accordée. Merci beaucoup, Dr. Dadi, pour l'exposé avec les réflexes bien enseignants. Nous avons vu. Je remercie aussi les amis qui participent en Zoom. Je vois Dr. Kabouya, je vois Astronaute, je vois tous les autres. Je salue. Merci beaucoup. Alors, ce n'est pas une question. Je voulais seulement dire que peut-être les gens ne le savent pas. Alors, l'échographie ici au cinquantenaire, ça peut aussi révéler certaines malformations que Dr. vient d'exposer là. Par exemple, si nous faisons l'échographie de dépistage. Dépistage, on fait l'échographie pour dépister quelques malformations qu'on peut voir à notre niveau. Par exemple, vous avez comme la fente et la boue palatine là qu'on a exposée ici. On peut voir ça à l'échographie avec la lèvre supérieure qui sera discontinue, c'est-à-dire qu'avec une coupure quelque part, qui peut se voir facilement à l'échographie. On peut voir les omphalocèles, même spina bifida,
qu'on a présentées, mais aussi même les transpositions des gros vaisseaux, hein, donc les malformations cardiaques, on peut voir déjà l'échographie. Initer, on peut déjà voir tout ça. Ça peut aider à ce que les gens se préparent à recevoir telle ou telle malformation et prendre des mesures en avance par rapport à ces différentes malformations. Merci beaucoup. Docteur Joakali. Merci, docteur John. Ça, ce n'était pas une question, c'était juste une contribution. Nous accordons la parole à docteur Joakali. S'il peut activer son micro. Activez le micro, s'il vous plaît, docteur. Docteur Joakali, vous nous suivez? Je vous écoute très bien, docteur. Et merci beaucoup pour la parole. J'espère que vous me suivez. Oui, maintenant, on vous suit très bien. Ok, je disais que j'ai bien suivi le docteur Falaï. Je remercie l'hôpital du Cinquantenaire pour cette initiative. Je remercie personnellement le docteur Falaï pour ses soucis de transmettre les connaissances, notamment en rapport avec l'examen du nouveau-né. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. C'est pour moi une joie, comme vice-doyen de l'enseignement, chargé de l'enseignement à la faculté de médecine et de pharmacie, donc comme formateur. J'ai apprécié. C'est la première fois que je participe à vos matinées médicales et j'apprécie. Je pense que prochainement, je pourrai avoir un peu plus de contributions. Merci. Nous vous remercions, docteur. Nous vous remercions dans la salle. Il n'y a pas de questions. Ok, nous accordons la parole à Sarah. Merci de m'avoir accordé la parole. Micro et puis sur ma casse. Merci de m'avoir accordé la parole. Et nous remercions aussi le médecin directeur pour son exposé. J'avais une petite préoccupation. Le médecin directeur a parlé de l'examen clinique. Et sur le plan laboratoire, quel examen qu'on peut faire chez les nouveau-nés? C'était une petite question. Docteur Falaï, vous avez la parole. Sarah veut savoir, vous avez parlé des examens, de l'examen clinique du nouveau-né, mais on n'avait pas beaucoup épinglé sur les examens paracliniques. Elle veut savoir quel examen qui est urgent qu'on va demander chez les nouveau-nés. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Avant de répondre à la question de Dr Sarah, je voudrais vraiment remercier particulièrement le professeur Joakali et dire que nous sommes vraiment honorés par sa présence. Et ça nous fait vraiment plaisir de voir qu'il manifeste un intérêt pour ce que nous faisons. Cela nous réjouit beaucoup. Vraiment, soyez les bienvenus et nous espérons que nous vous reverrons encore souvent, chers professeurs et formateurs. Voilà. Maintenant, par rapport à la question de Dr Sarah, merci beaucoup. Oui, je pense que les analyses dépendent des problèmes suspectés. Ça veut dire, par exemple, si vous suspectez une malformation à un niveau quelconque, par exemple au niveau du cœur, vous allez demander les examens qui sont en rapport avec cela. Si vous suspectez, par exemple, une infection ou bien un risque infectieux, vous allez demander les examens en rapport avec la pathologie suspectée. Mais si c'est un nouveau-né qui ne pose pas de problème, c'est un nouveau-né normal, il n'y a pas de nécessité de demander un examen quelconque. C'est un nouveau-né normal, ça je tiens quand même à le préciser. Le nouveau-né normal, c'est un nouveau-né qui va rester à la maternité avec sa mère là-bas. Donc, les autres, on va les envoyer en néonatologie. Et c'est le pédiatre ou le néonatologue qui va déterminer, qui va décider de s'ils vont rester ou s'ils vont rester combien de temps, et ainsi de suite. Donc, pour résumer, les examens à demander. Donc, c'est comme ça peut-être que je peux résumer. Si c'est un problème infectieux, vous allez demander les examens en rapport avec, qui peuvent vous orienter vers le diagnostic d'une infection. Si c'est une malformation, par exemple, si c'est une imperforation, il y a des types d'examens que vous allez demander. Si c'est une malformation cardiaque, ainsi de suite, vous allez demander les examens en fonction de cela. Merci beaucoup, Dr Falaï. Je crois que Sarah est satisfaite. Nous allons prendre une autre question dans la salle. Nous demandons à Isaac de se lever pour
poser votre question. Merci beaucoup, docteur Dadi. J'ai deux petites questions. La première, c'est, bon, je suis un étudiant, hein. Je voulais savoir si peut-être la science a un peu changé. Est-ce que c'est nécessaire qu'on puisse aussi demander les antécédents en rapport avec la mère, les circonstances d'accouchement, si elle avait suivi les CPN ou pas lorsqu'on est devant un nouveau-né, est-ce que c'est aussi important? Et deuxièmement, je voulais que vous puissiez un peu revenir sur l'évolution. Lorsque vous êtes en train de parler des petites modifications après la naissance, vous étiez en train de parler des selles, vous avez parlé des méconiums, après des selles jaunes d'or. Et après ça, vous étiez en train de parler de quelque chose, il y a eu l'interférence. Si vous pouvez un peu y revenir. Merci beaucoup. Ok, docteur Falay, je crois que vous avez suivi la question d'Isaac. Vous avez la parole pour la réponse. Allô? Oui, on vous suit. On vous suit. Voilà. Est-ce que, docteur Respect, vous pouvez résumer les questions d'Isaac parce que je n'ai pas bien capté, la connexion n'était pas bonne. Ok, il avait donc il a dit par rapport à l'examen clinique proprement dit, est-ce que les antécédents maternels sont nécessaires à rechercher? Donc, je crois qu'il était venu en retard, mais vous avez parlé de ça. Et la deuxième question. Oui, donc j'ai dit dans l'exposé. Oui, j'ai dit. Oui. Oui, j'ai dit dans l'exposé que lorsqu'on faisait l'interrogatoire était classique, mais la partie antécédent, c'est ce qui faisait la force même de l'interrogatoire. Okay? Donc, parce que dans les compléments d'analyse, vous n'allez pas trouver beaucoup de choses, mais c'est surtout les informations sur les antécédents, comment la grossesse s'est passée, comment les CPN se sont passés. Tous ces éléments-là, ce sont ces éléments qui jouent un rôle très important dans l'examen du diplôme. Deuxième question, c'est ça, je l'avais dit dans l'exposé. Le premier jour, c'est les méconiums, après les selles jaunes d'or, après il y a l'émission de Donc, la deuxième question, c'était par rapport aux modifications de la première semaine. Donc, c'était par rapport aux modifications des selles. Vous avez parlé au premier, deuxième jour, il y a les méconiums, ensuite les selles jaunâtres, il n'a pas bien suivi par rapport à ça. Oui, donc les selles du nouveau-né à la naissance sont méconiales, c'est-à-dire noirâtres, et dans les jours qui suivent, vers le troisième jour, ça devient jaune d'or. Ça dépend aussi du type d'alimentation que le nouveau-né est en train de recevoir. Lorsque c'est une alimentation au lait maternel, les selles sont jaunes d'or. Alors, si c'est le lait artificiel, les selles ne sont pas tout à fait jaunes d'or, mais ils sont un peu jaunes à tendance verdâtre. Ça, c'est une particularité aussi qui est importante à signaler. Donc, les modifications, en fait, la coloration du sel chez les nouveau-nés dépend s'il est alimenté au lait maternel ou s'il est au lait artificiel. S'il est au lait maternel, c'est jaune d'or, et si c'est le lait artificiel, ça a tendance à être jaune, brunâtre, hein, jaune qui tend vers le vert. Merci, docteur. Nous accordons la parole à docteur Jean-Luc Banonoko. Merci beaucoup. Est-ce que je me fais entendre, s'il vous plaît? Oui, on vous entend bien. Bon, nous remercions le docteur Dadi pour son exposé. Il y a dans d'autres structures, lorsque l'enfant est né, immédiatement à la naissance, on prélève le sang au niveau du cordon ombilical, justement pour connaître son taux d'hémoglobine et son groupe sanguin Rhésus. Est-ce que cette pratique-là, au lieu de traumatiser l'enfant à la fin, est-ce que juste à la naissance, on ne peut pas prélever le sang du cordon ombilical et ne fût-ce que pour savoir l'examen des taux d'hémoglobine et les groupes sanguins RH de l'enfant? Voilà un peu ma petite préoccupation. Bon, je ne sais pas, c'est peut-être des pratiques qui sont... Oui, je peux répondre, docteur Espé? Répondez directement. Merci. Donc, je disais, ce sont des pratiques qui sont peut-être... qui ont été décidées dans une structure en fonction de certaines circonstances.
Mais pour moi, ça c'est mon point de vue, hein, je ne trouve pas nécessaire de manière systématique de prélever les groupes sanguins et les facteurs rhésus chez les nouveau-nés. Pour quel intérêt? Donc, si peut-être le nouveau-né pose un problème et qu'il va nécessiter une transfusion dans les heures qui suivent, on peut peut-être le faire. Donc, de mon point de vue, je ne vois pas la nécessité de systématiser les prélèvements de sang au niveau du cordon pour faire le groupage et les facteurs RH. Ça, c'est mon point de vue. Docteur Bango, vous êtes satisfait? Oui, je suis satisfait. Merci. Merci. Nous prenons un autre intervenant dans la salle. Docteur Mbo, vous avez la parole. Merci pour la parole accordée. C'était plus de contributions. C'était plus de contributions. S'agissant de céphalo-hématome et des bosses sérosanguines, généralement, la bosse sérosanguine, elle est déjà là à la naissance, alors que le céphalo-hématome se constitue dans les jours qui suivent. Mais également, toujours dans cette logique de choses, la bosse sérosanguine peut être un facteur qui peut majorer l'ictère à la période néonatale. Généralement, quand on a d'importantes bosses sérosanguines, quand la collection va se résorber, cela peut influer sur le taux de la bilirubine et par conséquent majorer un ictère. Ça, c'était une contribution. Mais ma question est la suivante. Généralement, à la période néonatale, ici, par exemple, à l'hôpital du Cinquantenaire, nous avons un plateau technique un peu costaud. On peut aspirer avec notre aspirateur. Mais dans les hôpitaux aux alentours, généralement, on n'a pas ça. Et on obitait un problème, comment désencombrer un enfant. Le docteur a bien dit que notre poids que nous utilisons là ne se limite qu'au niveau de fosse nasale antérieure. C'est pas, y a-t-il une autre alternative pour aider les structures qui sont dépourvues des aspirateurs pour essayer de désencombrer les enfants dans des cas extrêmement urgents? Ou tout simplement référer à l'hôpital du Cinquantenaire, comme dit le docteur ici. Merci. Ok, merci docteur. Bon, je crois que la première, c'était une contribution. Il n'y a qu'une seule question. Docteur Mbo veut savoir, dans les milieux où il n'y a pas d'aspirateur, qu'est-ce qu'on va faire pour aspirer l'enfant parce que la poire seule ne suffit pas. Vous avez la question, docteur? Allô, docteur Falaï. Bon, je pense que pour faire une bonne médecine, il faut un minimum. Hein? Moi, je vous écoute. Vous m'écoutez? Oui, oui, on vous suit. Allô? On vous suit. Allô? Voilà. Je disais donc, pour faire la médecine, il faut un minimum. Ouais. Il faut un minimum d'équipement. Ça veut dire, si vous n'avez pas d'aspirateur, imaginez que vous avez des sécrétions bronchiques. Comment vous allez aspirer les sécrétions bronchiques avec une poire? C'est impossible. À moins de décider vraiment de perforer la gorge de l'enfant avec la poire. Donc, ce qui sera encore plus grave, votre remède risque d'être plus simple. Vous avez un malade avec insuffisance rénale chronique. Vous dites non, nous n'avons pas de dialyse, qu'est-ce que nous pouvons faire? Il n'y a rien à faire. Il faut un minimum d'équipement. Donc, pour faire la médecine, il faut un minimum pour apporter les réponses. Bien, le mieux, c'est de référer dans une structure où on peut prendre en charge correctement les malades. Mais l'idéal aurait été que le système de santé dans notre pays soit suffisamment élaboré pour que toutes les structures aient au moins les basiques les plus épineux que l'on peut retrouver chez un nouveau-né. Voilà ce que je peux dire pour cette question. Merci, merci docteur. Nous accordons la parole à docteur Joël pour sa question. Docteur Joël, il faut le rappeler. Docteur Joël, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup pour la parole accordée.
Je tiens aussi à remercier Dr Dadi Fallaye pour l'exposé, aussi enrichissant. Mais j'aimerais un peu qu'il puisse revenir lorsqu'il parlait des crises génitales parce qu'il y avait un problème de caution, on ne l'a pas bien suivi. Et autre préoccupation, ce n'est pas tellement une question, mais c'est juste une amélioration par rapport à nos conditions de vie. Par exemple, nous qui sommes présentement en training à Isangui, nous sommes un peu dans des métiers un peu réguliers. S'il faut parler d'un nouveau-né à terme, mais en se référant de tous ces critères, cela semblerait être un peu difficile. Est-ce que lorsqu'on a un nouveau-né à terme, donc une grossesse à terme, il n'a pas de malformation externe visible, il a un bon poids de naissance, en se référant de quelques éléments de critères, est-ce qu'on ne peut pas conclure à un nouveau-né à terme ou c'est quelques préoccupations que j'avais à parler à Dr Dadi Fallaye. S'il peut nous donner quelques éclaircissements. Docteur Fallaye, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Les nouveau-nés à terme, c'est défini par un seul élément, c'est l'âge gestationnel. Il n'y a pas un autre élément qui puisse vous permettre de dire que c'est nouveau-né et à terme, ou il est prématuré, ou il est post-mature, si ce n'est pas l'âge gestationnel. Donc, il suffit simplement, il y a plusieurs techniques pour déterminer l'âge gestationnel d'un nouveau-né ou d'une grossesse. Ça veut dire qu'il y a la date des dernières règles, ça ce sont les éléments obstétricaux. Il y a des éléments obstétricaux, il y a aussi des éléments échographiques, mais il y a aussi des éléments cliniques. On utilise généralement la date des dernières règles. En échographie, il y a l'âge échographique qui est plus précis, plus on est au début de la grossesse, plus l'âge échographique. Et nous avons, en clinique, c'est-à-dire en néonatologie, nous avons des scores qui permettent de définir l'âge gestationnel. Trois éléments les plus... Bon, il y a aussi des éléments radiologiques, hein. Par exemple, les points d'ossification des TOLD, des Béclar, etc. Ce sont des éléments qui ne vous permettent pas de préciser l'âge gestationnel, mais ça vous dit si le nouveau-né est à terme ou non. On sait que les points de TOLD, par exemple, il apparaît à la 38e semaine. OK? Ensuite, il y a différents points d'ossification désolants. Donc, ce sont des astuces qui peuvent vous permettre de vous repérer lorsque vous êtes en train de chercher l'âge gestationnel. Donc, pour résumer, il y a les éléments obstétricaux, il y a les éléments d'imagerie, échographie et radiologie, et puis il y a les éléments en néonatologie qui peuvent vous permettre de déterminer l'âge gestationnel. Merci beaucoup. Docteur Hilaire Kalala, nous vous accordons la parole. Ok, merci de m'avoir accordé la parole. Docteur SP, je profite aussi pour saluer Joakali qui est parmi nous. Aussi, je profite aussi pour dire merci. Grand merci, était très édifiant et aussi très exhaustif. Et il a tout balayé. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à dire, de la tête aux pieds, comme nous l'avons bien suivi. Donc, ça doit tirer notre attention. Mais c'est que nous devons insister et surtout qu'on doit respecter la hiérarchisation des prises en charge des nouveau-nés. On a des hôpitaux de différents échelons. Il y a des hôpitaux de premier échelon, de second échelon et tertiaire. Donc, il y a des paquets qu'on peut retrouver dans des postes de santé, c'est différent de ce qu'on va retrouver à l'hôpital général et c'est différent aussi au centre de santé ou aux cliniques universitaires. C'est pour cela que tout est basé sur ce qu'on appelle SONI, soins obstétricaux néonatales d'urgence. C'est-à-dire au niveau des postes de santé, 80% des enfants qui naissent là n'ont même pas droit à être aspirés ou à un aspirateur. Non, jamais. C'est cette application clinique que je voulais faire. Puisque ces enfants naissent à bon état sans problème. Mais s'il y a ça, les sécrétions et l'enfant va crier.
Mais si ça ne revient pas et l'enfant sera transféré rapidement, le plus proche. Je crois des postes de santé. C'est très nécessaire. Donc, nos postes de santé doivent avoir des ambulances. À part ça aussi, au niveau des centres de santé de référence, c'est là où on a la nécessité d'avoir les matériels pour réanimer l'enfant. Et de là aussi, ils ont des limites. Au niveau tertiaire, nous avons même jusqu'à ce que l'enfant sera intubé. C'est ce que nous allons aussi préparer, exposer prochainement pour y en parler. Mais l'attention était plus aussi sur par rapport à l'examen des orifices. Les orifices, surtout au niveau du nez, il faut utiliser la sonde pour voir s'il n'y a pas une perforation du coin, par exemple. Et c'est là, souvent, nous, on n'arrive pas à les faire. À part ça, il y a la prise de saturation. Donc, la saturation, voir si le taux d'oxygène que l'enfant qui vient de naître, est-ce qu'il a un taux d'oxygène acceptable? Puisque dans les objectifs, nous devons aussi rassurer les parents. Rassurer les parents si l'enfant qui vient de naître a une bonne viabilité. C'est ainsi qu'on va prendre la saturation après dictale et la saturation à post-dictale, c'est-à-dire au niveau du pied. Et si on prend la saturation normale doit être supérieure à 95 ou égale à 95%. Un enfant qui s'attire en dessous de 90% par exemple, il est en hypoxie. C'est un enfant qui nécessite une bonne prise en charge. Ça, c'est par rapport, c'est vraiment très nécessaire. Il faut au moins que nous ayons des matériels, comme le docteur a dit, ne fût-ce qu'un saturomètre. Dans nos centres de santé, c'est très nécessaire. Sinon, si on prend par exemple rien que saturomètre et que l'enfant a une saturation en dessous de 90 en hypoxie, on les transfère rapidement à un hôpital où on va les prendre en charge aussi rapidement que possible. Et au niveau des malformations, il y a aussi des malformations qu'on appelle au niveau de l'érythrognatisme, c'est-à-dire un enfant avec un hématophilia. C'est très nécessaire de voir ça aussi. Cet enfant qui a un hématophilia, il a aussi une langue qui va bloquer là au niveau des gliètes, qui va poser aussi problème par rapport à sa respiration. Au niveau cardiaque aussi, c'est très nécessaire. C'est-à-dire, les souffles, comme le docteur l'a souligné, nous ne pouvons pas regarder, mais la cyanose doit nous tiquer. Donc, un enfant qui a une malformation cardiaque, rien qu'à la naissance, on peut les prendre en charge et arriver à l'aider. Malheureusement, ça dépend des structures. On n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. On y arrivera, puisqu'il y a des malformations qu'on peut corriger à la naissance. Néanmoins, pour conclure, j'allais dire que le docteur a été très, très exhaustif et l'examen de l'enfant, c'est de la tête au pied, de la tête jusqu'au pied. Tous les orifices, il faut bien les vérifier, doivent être perméables. Il faut bien vérifier le pouls comme il a parlé, ainsi de suite. Et aussi, surtout, rassurer les parents et donner quels sont les signes de gravité. Déterminer les éléments de gravité qui doivent attirer les parents, l'ictère, la fièvre à la naissance, est-ce qu'il y a les signes de risque infectieux? Tout ça, c'est très, très nécessaire. Je pense que ce n'est pas à moi de faire encore un autre cours. Je voulais juste parler qu'il fallait vraiment il fallait des applications cliniques. C'est ce que le docteur aussi a fait, quelques applications. Je pense que nous aurons le temps, on est ensemble, on va encore préparer aussi, ajouter d'autres exposés pour aider maximum. Mais on doit respecter la hiérarchisation. Sinon, on va commencer à ne faire n'importe quoi, c'est ce qu'on voit. Au niveau des postes de santé, on ne peut pas réanimer un enfant. Au niveau des centres de santé, non. Il faut respecter les références. Voilà un peu. Un enfant doit être référé, s'il est plus grave, référé au pédiatre. Donc, c'est ça ce qui est nécessaire. Merci. Merci beaucoup, docteur Hilaire, pour vos contributions. Nous signalons que le docteur Hilaire intervient depuis le Sénégal. Là, maintenant, je prends
mes amis qui sont là, je crois, astronautes. Et docteur Kabouya, vous avez la parole. Vous avez la parole. Bonjour à tous. Je suis très content de voir que les choses se passent très bien de ce côté à Kisangani comme ailleurs. Je suis très content de voir Dr Respect et tous les autres amis. Très bonne initiative, surtout de la part de Dr Falay, que je salue déjà en passant. En tout cas, je n'ai pas assez de mots, sinon merci pour cette initiative et surtout bon courage pour que les choses aillent encore mieux au profit de notre population, au profit de notre population, au profit de la jeunesse. Et c'est vraiment une bonne chose. Je dis et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Dans la salle. Docteur Kabouya, vous avez la parole. Bon, pas grand-chose, hein? Sinon, nous sommes contents, comme Venas vient de le dire. Hein? Nous sommes contents, vraiment là, on se retrouve en famille. Vraiment, merci pour cet espace pédagogique hein, d'échange. Aujourd'hui, on n'a pas grand-chose à lier. La médecine aujourd'hui est multidisciplinaire. Sûrement, prochainement, il y aura des thèmes peut-être où nous allons intervenir. Merci beaucoup. Nous apprenons la parole à Dr Mouto. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour la parole accordée. Nous remercions très sincèrement le médecin directeur, Dr Falay, pour son exposé. Juste un petit mot par rapport à l'examen du nouveau-né au niveau de la paroi abdominale. Comme il a épinglé, il a juste cité l'omphalocèle et la laparoschisis. Il y a aussi une autre malformation que nous devons aussi l'épingler, surtout au niveau de la paroi hypogastrique. Il ne faut pas oublier aussi l'estrophie vésicale, qui est parmi les malformations congénitales qu'on rencontre souvent dans nos hôpitaux, pour ne pas confondre une laparoschisis avec une estrophie vésicale. C'était juste ça comme un ajout, mais l'exposé était vraiment clair. Ce qu'il a présenté, c'est l'essentiel. Parce que s'il faut parler, on pouvait aussi prendre au niveau du thorax, mais ce qui est fréquent, c'est ça. Merci. Nous remercions le docteur Mouto pour sa contribution. Nous sommes dans la salle, nous demandons s'il y a encore des préoccupations. Merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a plus de préoccupations. Vraiment, nous vous remercions pour votre disponibilité et pour votre attention. Bon, pour le reste des communiqués, docteur Igor nous fera part. Merci beaucoup. Avant d'accorder la parole à Dr Igor, je tiens à remercier encore tout le monde qui nous soutient par vos participations, vos contributions, même si vous êtes loin, mais scientifiquement, vous êtes avec nous. Nous vous remercions, nous vous encourageons. Appelons encore beaucoup d'autres pour qu'ils puissent vous soutenir dans ces activités ici. Vous savez vous-même que le milieu comme Kisangani, les activités scientifiques, ce n'est pas facile. Alors, comme il y a du courage à ce niveau, je pense que vous qui êtes loin, si vous nous soutenez vraiment, avec vos participations comme ça, vos contributions, ce sera une très bonne chose. Je crois que le lundi prochain, il y aura encore un autre exposé, vous serez toujours là, et vous allez contacter Dr Igor pour essayer de partager les sujets, comme ça on va vous classer également, pour que vous puissiez aussi exposer comme tous les autres. Je remercie tous les participants, je remercie les profs Djokali qui étaient là, je remercie Dr Hilaire, que je vois là, Dr Kabouya, Dr Athénon, nous avons Dr Joël, nous avons les autres, les noms n'apparaissent pas très bien, mais nous vous remercions tous pour votre participation et nous remercions Dr Dadi Lemde par rapport à cet exposé vraiment très enrichissant. Merci beaucoup. J'accorde la parole à Dr Igor pour finir. Okay. Bonjour à tous.
je pense qu'on n'a plus de commentaires à faire. Je suis là juste pour les communiquer. Donc, juste après ici, nous irons juste en face du bureau du médecin directeur. Je vais demander à certains amis de nous prendre le big boat qui se trouve devant nous ici. Nous allons faire une séance photo à côté du bureau du médecin directeur et aussi à l'extérieur. Et nous demandons à tous les confrères de par le monde, et surtout en Afrique de l'Ouest, Sénégal, Dr Hilaire et Dr Kabouya, de se préparer prochainement. Nous allons voir la neuropsychiatrie, un thème, et aussi Dr Hilaire, un des thèmes qu'il trouvera important dans notre domaine pour pouvoir partager ses expériences. Et peut-être nous allons continuer à contacter aussi nos maîtres au niveau de la faculté de médecine, notamment le professeur Djoukal et les autres, de pouvoir aussi se préparer pour des exposés qui vont présenter pour partager des expériences et nos capacités. Il y a aussi une dame de la fondation Mwinda Mwasi qui avait participé à partir du Canada, qui nous a chargé aussi de vous transmettre ses salutations. Elle nous a suivis en direct, mais vu le travail, elle est enseignante, elle nous a quittés un peu plus tôt. S'il n'y a pas autre chose, le rendez-vous est pris pour le lundi prochain pour un prochain numéro de mise à jour et des updates à partir de 14h30. Pour nous ici qui sommes dans la salle, donc directement nous nous dirigeons vers le bureau du médecin directeur pour pouvoir faire des séances photo. Sinon, bon après-midi à tous et bonne journée. Ok, merci Hugo. Au revoir. Au revoir, au revoir. Joël, ça va? Je vais arrêter la réunion. Le docteur a été très exhaustif. Oui, oui. Très exhaustif. Pas moyen d'ajouter. Il a tout battu. C'est ça. Puisque ça serait une très bonne chose. Bon, nous allons clôturer. Hein? Nous allons clôturer. Bye, bye, bye. Monsieur, pourquoi tu es pressé comme ça?